en septembre, donc c'est l'heure de faire le bilan de mes lectures de l'été. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Daphné et aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je vais vous parler de ces livres que j'ai lus cet été. C'est le temps d'un petit bilan parce que septembre est arrivé et l'automne est pas officiellement arrivé, mais on va dire que la rentrée est faite et puis moi l'automne j'aime ça, j'ai envie de clore la boucle de l'été, de vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'en ai pensé et après ça je vais pouvoir vraiment plonger dans le Pumpkin Autumn Challenge que en fait j'ai déjà commencé, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Ça va être la même chose si je mentionne des chaînes, des balados, peu importe. Et j'en profite avant que je commence officiellement pour vous inviter à faire un petit pouce en l'air, commenter la vidéo ou même vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Donc cet été, j'ai participé à 2 défis. Au mois de juin, j'ai participé au défi de mon ami Maps qui, à chaque année, organise le mois Mets du bleu sur ta palle au mois de juin. Le but, c'est de lire des livres québécois en juin. C'est donc ce que j'ai fait. Et au mois de juillet et août, j'ai embarqué dans le défi L'été en série de Totalie Brune. Ça fait quelques années aussi que je le fais, ce défi. Et l'objectif, c'est de poursuivre des séries, des sagas commencées ou de lire des séries, des sagas. Donc, c'était le défi que je m'étais donné de lire des suites de séries. Et là, mon but, ce n'est pas non plus de me répéter indéfiniment. Il y a des livres dont j'ai déjà beaucoup parlé parce que j'ai fait des vlogs cet été. Alors, je vais vous référer à ces vlogs-là pour avoir mes avis plus détaillés, mes avis complets. Mais je vais quand même vous lister, dans le fond, rapidement, les livres qui font partie de ces vlogs-là. Donc, en juin, j'ai lu Irrécupérable par André Marois et je lui ai donné 3.5 étoiles. J'ai aussi lu Les Modifiés tome 1 par Geneviève Roy et je lui ai donné 3 étoiles. J'ai lu La Reine déchue par Ariane Télésard, je lui ai donné 4 étoiles. J'ai aussi lu Machina par Lula Carballo, c'était dans le cadre du club de lecture de Sylvain Desmentis, je lui ai donné 2 étoiles. Et j'ai lu en audio Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, je lui ai donné 4 étoiles. Donc comme je vous l'ai dit, ces livres-là, j'en ai parlé soit dans un vlog, soit dans le live du club Démenti. Alors, je vous mets les liens vers les vidéos correspondantes dans la barre d'infos et ici. Et vous pouvez aller voir ça si vous voulez avoir plus d'informations parce que j'en ai parlé en long et en large. Mais j'ai aussi fait d'autres lectures en juin dont je ne vous ai pas parlé, donc on va remédier à ça maintenant. Le premier livre, c'est A Murderous Relation par Diana Raybourn, qui est le tome 5 de la série Veronica Speedwell. Dans cette série-là, on est à Londres, on est dans les années 1880 et on est avec notre personnage principal, Veronica Speedwell, qui est une naturaliste spécialisée des papillons. Et elle et son acolyte, qui est aussi un naturaliste Stoker, résolvent des enquêtes et c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un slow burn entre les deux, mais hyper slow, fait qu'il faut vraiment pas aimer ça quand ça va vite parce que c'est pas pour vous. Peut-être que vous allez aimer ça quand même, mais c'est super lent, donc mais moi personnellement ça me parle. Et dans ce tome-là, il y a un membre de la famille royale qui fait cadeau à une personne peu recommandable d'un bijou qui vient de la famille royale et Veronica et Stoker doivent le récupérer parce que sinon il va y avoir un scandale. C'est un tome qui a beaucoup de rebondissements. Il y a certains personnages qui sont un peu naïfs. Ça m'a frustrée par moments, leur réaction, parce que je me disais, mon Dieu, mais as-tu réfléchi quelques instants? Ça allait vite le rythme, puis nos 2 héros se retrouvaient vraiment dans des situations assez compliquées, je pense que plus que dans d'autres tomes, mais pour moi ça fonctionne toujours parce que j'adore suivre ces 2 personnages-là, j'aime leur sens de la répartie, j'aime leur dialogue, j'aime leur relation, j'aime la voir évoluer. Puis dans ce tome-là, on est aussi à l'époque où Jack l'Éventreur fait rage à Londres, donc on en parle dans le roman, on nous lance des pistes, c'est super intéressant, c'était très divertissant. Je dirais pas que c'est mon préféré de la série, là, c'est pas le tome que j'aurais envie de relire et relire, mais quand même j'ai passé un très bon moment comme d'habitude avec ces 2 personnages-là. Et l'évolution de la relation me plaît énormément dans ce tome-là. Je lui ai donné 4 étoiles.
Ensuite, j'ai aussi lu Le problème à trois quarts par Lu Ziqing. J'espère que je le dis comme il faut. Sûrement pas. Je m'excuse. C'est un auteur chinois. Et c'est le premier tome d'une série de science-fiction et c'est un peu complexe à vous expliquer parce que si je vous donne trop d'informations, je peux vraiment vous dévoiler des trucs qui seraient dommage en fait que vous sachiez avant de vous embarquer dans le livre. Mais bref, on est en Chine, l'histoire se déroule sur plusieurs décennies. On commence pendant la révolution culturelle. On va suivre principalement deux personnages, des scientifiques. On a une astrophysicienne et on a aussi un spécialiste des nanomatériaux. Puis il y a aussi des mystères un peu à résoudre. Dans le fond, il se passe quelque chose dans la communauté scientifique. Il y a plusieurs scientifiques qui meurent. Et puis, il y a aussi, on dirait, des problèmes avec les équipements qui ne semblent plus fonctionner comme il faut, comme si les lois de la physique ne fonctionnait plus. Puis il y a une espèce de jeu vidéo immersif qui fait son apparition où il y a un problème à résoudre. Puis dans le fond, on suit tout ça. On a une galerie de personnages. On a aussi un enquêteur qu'on suit un petit peu là-dedans, un enquêteur de police. Et puis en fait, l'avenir de l'humanité est en jeu, mais bon, je peux pas vous en dire plus parce qu'on comprend au fil du roman, en fait, ce qui se passe. Moi, je savais, en fait, en embarquant dans le livre, qu'est-ce qui se passait parce que j'ai regardé la série sur Netflix, ça m'a énormément plu. Et il y a Maps qui l'a lu aussi, le premier tome, puis qui en avait parlé en bien. Ça m'avait donné envie de découvrir le roman, parce qu'on sait tous que souvent, quand c'est adapté pour la télé ou pour le cinéma, ben il y a des trucs dans les romans là, qui soit sont mis de côté, ou on fait des raccourcis, ou... En tout cas, c'est pas l'histoire originale. Puis moi, j'avais vraiment envie d'avoir l'histoire originale du problème à trois quarts, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le lire. Puis je suis vraiment contente, en fait, de l'avoir fait parce que ça m'a donné beaucoup plus de contexte. Les personnages sont complètement différents dans le livre, puis dans la série, ça n'a rien à voir. Ben, tu sais, leur rôle, on peut reconnaître qui devient qui, mais c'est vraiment différent, puis j'ai aimé comment c'était traité dans le livre. Quoique la série, l'adaptation est très bonne aussi, là. Je pense que les deux se valent comme produits distincts, on va dire. Mais c'est vraiment une histoire prenante. Ça m'a gardé en haleine. Je savais qu'est-ce qu'il allait, c'était quoi la résolution du problème, mais quand même, j'étais pris puis je voulais savoir comment les personnages allaient trouver les réponses. C'est une histoire intelligente, c'est une histoire complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment de la science-fiction, là. Ça se pourrait pas dans la vraie vie. Mais c'est tellement intéressant à lire. Tellement intéressant, tellement divertissant. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Comme c'est une bonne brique et que c'est de la littérature chinoise, j'avoue que j'avais une crainte. J'avais peur de me perdre, de ne pas être capable de bien suivre et tout, mais finalement, ça s'est super bien passé. Je trouvais que tout était très bien amené. Ça coulait. Puis là, je suis en train, en fait, j'ai commencé le deuxième tome au moment où je vous parle, puis ça se passe très bien aussi. C'est pas un coup de cœur parce que peut-être qu'il me manque une petite affaire de la psychologie des personnages qui est pas assez creusée à mon goût personnel, mais pour l'intrigue, puis pour l'envie de savoir ce qui se passe, puis comment les gens vont le réaliser et essayer de régler la situation. Pour ça, là, j'étais embarquée, donc j'ai vraiment apprécié. C'est une histoire originale, j'ai donné 4 étoiles. Maintenant, pour les livres de juillet et août, donc des suites de séries, encore une fois, j'ai fait un vlog, donc les livres que je vous mentionne maintenant, je vais que mentionner dans le fond les titres, l'auteur, puis mon appréciation générale là, avec la note. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous dirige vers mon vlog, c'est l'été et je lis des séries parce que vous allez avoir tous les détails. Ça couvre seulement les livres lus en juillet, par exemple, parce que j'ai pas vlogué août. Donc, pour juillet, j'ai lu Fanny Cloutier, le tome 6, Le Manoir, par Stéphanie Lapointe. Je lui ai donné 3,5 étoiles. Finlay Donovan Jumps the Gun par Elle Cosimano, qui est le 3e tome de la série. Je lui ai donné 3 étoiles. Where the Drowned Girls Go par Shannon Maguire, qui est le tome 7 de la série Wayward Children. J'ai donné 3,5 étoiles. Par la même autrice, Lost in the Moment and Found, le 8e tome de la série. Je lui ai donné 4 étoiles. Et A Line to Kill, qui est le tome 3 de la série Hawthorne et Horowitz de Anthony Horowitz, et je lui ai donné 3,5 étoiles. Maintenant, en août, j'ai lu
un livre de non-fiction qui n'avait pas rapport avec mon défi de l'été en série, mais comme je l'ai obtenu de la bibliothèque en audio parce que je l'avais réservé depuis un petit moment, ben je me suis dit je vais le lire maintenant. Il s'agit de Disney High, The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel's Twin Empire, par Ashley Spencer. Donc, comme je l'ai dit, c'est un livre de non-fiction qui revient sur l'histoire du Disney Channel avec un regard sur ses émissions phares comme Hannah Montana, Lizzie McGuire, High School Musical, The Sweet Life of Zack and Cody, toutes ces émissions-là, et comment l'Empire a été créé, s'est développé, et aussi l'effet que ça a eu sur la vie des jeunes stars, parce que c'était souvent des enfants vedettes là, qui étaient embauchés pour ça, donc Miley Cyrus, Demi Lovato, etc. C'était un livre qui était intéressant. Je ne suis peut-être pas la bonne génération pour être le public idéal, parce que je suis un petit peu plus vieille en fait. Là, moi, Disney Channel, je les ai pas suivis ces émissions-là, j'étais trop vieille pour écouter ça, là, moi, Hannah Montana. Quoique je les connaissais, là, je veux dire, je savais ce que c'était, mais c'est pas des émissions que je suivais assidûment. Par contre, moi, l'univers de la télé, de la production, des médias, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc, ça m'intéressait quand même, là, pour vrai. Mais je pense que je m'attendais à du plus croustillant. Parce que, tu sais, on le sait qu'il y a certaines des stars du Disney Channel que leur vie ont comme pas tellement bien tourné tout le temps. Il y a eu du petit scandale, là, tu sais, puis je pensais que ça allait aller là-dedans davantage. Mais tu sais, on était vraiment plus dans le fonctionnement de la compagnie, les choix qui ont été faits, pourquoi ces choix-là ont été faits, pour expliquer, tu sais, au niveau aussi financier, des choix budgétaires, après ça, comment ils géraient la popularité, puis les surprises qu'ils ont eues. C'était vraiment l'envers du décor, puis c'était intéressant, mais je pense que j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus, comme je disais, là, croustillant, ou tu sais, du petit thé lent qui est versé, mais c'était tout bien, je pense qu'elle avait peut-être peur de se faire poursuivre, l'autrice, donc, tu sais, elle est restée assez, je pense, en surface. Je suis certaine qu'il y a plein d'histoires dont elle n'a pas parlé qui mériteraient d'être explorées. Quand même, c'était facile à lire, c'était facile à suivre, puis ça m'a intéressé, j'ai donné 3,5 étoiles. Ensuite, cet été, j'ai fini une série. C'était une duologie, là, c'était pas une très longue série, mais quand même, parce que j'ai lu The Gunkle Abroad par Stephen Rowley, donc c'est le deuxième tome de cette série de 2 livres. On retrouvait nos personnages du premier tome, soit Patrick, qui est le Gunkle, donc le gay uncle de Maisie et Grant. On est 5 ans après les événements du premier tome. Dans le premier tome, les enfants venaient de perdre leur mère, qui était aussi la grande amie de Patrick, et ils allaient passer un été chez lui, puis ensemble, ben, ils vivaient leur deuil. Et puis là, on est 5 ans plus tard, puis le papa des enfants, qui est le frère de Patrick, veut se remarier. Et encore une fois, Patrick va être là pour son neveu et sa nièce pour les aider à naviguer cette nouvelle phase de leur vie et en profiter en même temps pour lui-même essayer de réparer sa vie sentimentale. Encore une fois, là, c'était un tome super charmant, rempli d'émotions. Les enfants ont grandi, mais même si Maisie a 14 ans puis Grant a 9 ans, ils ont encore besoin des adultes dans leur vie, ils ont encore besoin d'encadrement. En plus, ça se passe en Europe, on voyage de l'Angleterre à l'Autriche, à l'Italie, ça se passe comme pendant les vacances, ça fitait parfaitement pour l'été. Puis ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est la même chose avec le premier, c'est qu'on parle de sujets sérieux, de sujets graves même, mais on le fait avec beaucoup de sensibilité et beaucoup d'humour. J'ai éclaté de rire à certains moments parce qu'il y avait des remarques, mon Dieu que je trouvais ça vraiment drôle, là. Des fois les deux frères qui se bitchent un peu, puis j'ai vraiment beaucoup ri à certains moments et j'ai aussi versé des larmes parce que j'ai été émue. Donc, ça a été encore une fois une très belle lecture. Je suis vraiment contente d'avoir fini cette petite série. Je lui ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai poursuivi ma lecture de la série Hawthorne et Horowitz. J'ai lu le 4e tome qui s'appelle A Line
to Kill. C'est une série de détectives. Là. En fait, on résout des enquêtes. On est avec Anthony Horowitz, qui est l'auteur du livre, et l'enquêteur un peu bougon Hawthorne, et ils forment un duo vraiment improbable. Et il y a le procédé de mise en abîme, donc l'enquête qui se déroule, c'est le livre qu'on est en train de lire, puis l'auteur nous fait des remarques sur comment il pense écrire le livre qu'on est en train de lire. Donc, c'est un procédé intéressant que j'ai beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant à suivre dans cette série-là. Et dans ce 4e tome-là, ils doivent prouver l'innocence d'Anthony, qui est accusé du meurtre d'une critique de théâtre parce qu'il a écrit une pièce de théâtre qui a été montée. Et là, il y a une critique qui publie un texte où elle s'en donne à cœur joie et elle bâche, dans le fond, tout le monde. Et ensuite, elle est retrouvée morte tout de suite après. Et tous les signes pointent, tous les indices pointent vers Anthony. Mais Anthony, ben, lui, il sait qu'il l'a pas fait, puis nous aussi, on le sait qu'il l'a pas fait. C'est notre personnage principal. On se doute que c'est pas lui. Mais il faut trouver c'est qui, parce que pour vrai, ils ont vraiment de solides pistes contre lui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. J'ai trouvé que le fait que ça soit notre auteur, notre personnage principal, qui soit accusé, ça m'interpellait énormément, puis ça me donnait envie encore plus de savoir c'est qui en fait qui a commis le meurtre. On dirait que ça m'ajoutait comme une couche d'enjeu, d'importance, de je veux savoir, et je l'ai lu vraiment rapidement. Il y avait beaucoup de personnages et beaucoup de possibilités de qui pouvait l'avoir fait que ça aussi c'était comme intriguant. Et aussi, dans ce roman-là, la relation entre Anthony et Horowitz se développe. Ce ne sont pas des amis, ce sont vraiment comme des partenaires de travail, puis un peu du côté d'Anthony, un peu à contre-cœur, mais là on voit que leur relation commence à évoluer un petit peu plus. C'est intéressant, j'aimerais ça savoir où ça s'en va. Et toute l'histoire était très 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 divertissante. Je pense que c'est mon tome préféré depuis le premier. Je lui ai donné 4 étoiles. Et ensuite, j'ai lu toute une brique historique. J'ai lu Une colonne de feu de Ken Follett, qui est le 3e tome de la série de Kingsbridge, aussi connu sous le nom Les Piliers de la Terre en français. Donc dans cette série-là, on est toujours, dans le fond, notre endroit principal, c'est Kingsbridge, qui est une ville en Angleterre. Dans ce roman-là, on est au 16e siècle. On est à l'époque où les conflits entre les catholiques et les protestants font rage, autant en France qu'en Espagne, qu'en ce qui va devenir la Belgique, les Pays-Bas et tout ça, et évidemment en Angleterre. On va suivre toute une galerie de personnages. Notre personnage principal, il s'appelle Ned Willard. Il est espion pour la reine d'Angleterre, qui est Élisabeth Ier. Mais on va suivre vraiment beaucoup d'autres personnages. Ils vont tous se retrouver d'une façon ou d'une autre à être interreliés, à être impliqués dans des conflits justement au niveau des religions et des nations. Donc c'est un peu ça le portrait. Puis c'est genre 900 pages. C'est énorme. Ça a pris tellement d'heures à écouter, parce que je l'ai écouté en audio. Dans les sagas de Ken Follett, là, il faut juste embarquer, puis se laisser porter, puis on sait pas trop où c'est qu'on s'en va, mais il faut comme être correct avec cette idée-là de genre, j'y vais. Amène-moi où tu veux aller, je vais te suivre. Puis là, l'histoire, elle progresse. Puis là, on se rend compte que des personnages, des histoires se recoupent, se rejoignent. Puis on est immergé dans l'époque, puis dans la politique de ce temps-là, puis dans les façons de penser, puis c'était bien intéressant. C'est sûr qu'il faut aimer les histoires avec plusieurs points de vue. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, mais si vous êtes du genre à ne pas aimer quand il y a beaucoup de personnages avec plein de points de vue différents, peut-être c'est pas pour vous. De mon côté, ce que j'ai préféré, c'était toutes les intrigues politiques, là, les intrigues de cour, les intrigues parlementaires, les espèces de complots que les gens tentaient, des fois réussissaient pas, des fois on arrivait à les déjouer, d'autres fois non. Tout ça, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que, tu sais, des fois, c'est des événements historiques pour vrai qui sont arrivés, puis il les insère dans l'histoire, l'auteur, avec ses personnages. Tu sais, c'est romancé, c'est sûr que c'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie, mais tu sais, les conséquences parfois étaient dramatiques, puis j'étais pas toujours contente là, de ce qui se passait. Par contre, ce qui m'a moins plu, c'était tout ce qui était au niveau des combats navaux. Donc, les navires, là, les différentes flottes de différents pays qui se faisaient la guerre. Puis là, il y avait quelques scènes où il y avait des combats entre navires. Puis ça, pour vrai,
j'écoutais à moitié, puis j'avais pas besoin de savoir l'angle du canon, puis la voile qui prend le vent, ça c'était moins mon truc. Mais surtout, ce que j'ai aimé dans ce roman-là, c'est que ça fait vraiment réfléchir aux guerres de religion, au conflit que ça a amené entre, dans le fond, des factions qui finalement, leurs différences sont pas si grandes que ça, mais pour eux sont tellement immenses qu'ils sont prêts à tuer des gens, à mourir pour leur foi. C'est quand même intense, puis c'est quand même terrible. Tout ce que les hommes ont fait au nom de Dieu, par bout, là, c'était vraiment frustrant. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire, fait que je pense que c'est important d'en être conscient. Et ce livre-là, je me suis laissée porter, j'ai été divertie, j'ai appris des affaires, j'ai passé un bon moment. Par contre, je me suis pas tant attachée aux personnages parce que pour moi, il manquait un petit quelque chose dans leur psychologie, dans leur motivation. C'était expliqué, là, mais il m'en manquait un petit peu pour moi. Quand même, une bonne lecture, je lui ai donné 3.5 étoiles. C'était donc mes lectures de l'été, certaines en plus bref que d'autres, mais comme je vous ai dit, les vlogs sont là si vous avez envie d'aller les visionner. Venez me dire dans les commentaires s'il y a un des livres dont j'ai parlé que vous avez lu, ce que vous en avez pensé ou qui vous fait peut-être envie. Sinon, venez me dire ce que vous avez lu cet été. Ou si vous êtes rendu jusqu'au bout de la vidéo et vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, venez me mettre un petit palmier, un petit symbole de l'été qui est terminé. Pas mal. Encore une fois, toutes les informations sur les livres, les chaînes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous propose vous plaît. Je vous remercie énormément d'avoir été là, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bye!